commencer à parler CES avec Michael Fernandez, voilà, CEO de Drust et cofondateur de la start-up notamment, qui a fait une levée de fonds de 3 millions d'euros. Il va reverser tout aux utilisateurs. Que fait-on avec 3 millions d'euros ? Pas mal de choses déjà, puisque dans une start-up on serre la ceinture, les Américains disent on bootstrap, littéralement, ce qui fait qu'on arrive à faire pas mal de choses. Moi je viens d'un milieu corporate, j'étais chez Peugeot avant avec mes cofondateurs, avec 3 millions on fait pas grand chose, parce que tout prend tout de suite des proportions. Ça dépend combien vous êtes énormes. aussi, vous êtes beaucoup ? Voilà, quand on a levé les 3 millions on était une dizaine, aujourd'hui on est plus de 20. Ouais. Donc on recrute déjà avec 3 millions. C'est ça. On sécurise un peu plus les emplois de ceux qui étaient là. Ouais. On lance des badges de production, du petit boîtier, et puis on le met sur le marché. Essentiellement, nous c'est ce qu'on a fait. Pour Noël dernier, on l'a mis sur le marché. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire préparer le site web, en faire un site marchand, commencer à faire de la pub, pour le faire savoir aux gens, etc. etc. Est-ce que avec 3 millions, on peut avoir une vision beaucoup plus loin que ce que vous aviez, peut-être, je sais pas, pour un an, peut-être ? Avec 3 millions, on va jusqu'où ? On va pas non plus très loin parce que si on fait les calculs un peu bêtes et méchants, 20 personnes, quand on n'est qu'une ligne budgétaire chargée, elle coûte 100 000 euros, fois 20, ça fait 2 millions par an. Donc vous voyez, si en plus on fait de la production et de la pub, voilà, en un an on a à peu près tout cramé. Mais en revanche, on voit quand même beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce que avant ça, nous, c'était notre première levée de fonds. On est tout seul face au monde. Aujourd'hui, on a quand même un actionnaire qui est avec nous, qui croit en nous. Avec ces 3 millions, on peut déjà faire une année concentrée à exécuter. Respirer un peu, Voilà, à respirer, puis se concentrer à exécuter la vision, parce qu'avant ça, on est pas mal concentré à chercher des fonds. Et puis, on se dit aussi qu'on s'inscrit sur le long terme, mais que voilà, s'il y a un autre tour de financement, on aura plus d'arguments pour aller les chercher, parce qu'avec ces 3 millions, on a déjà pu faire les choses, etc., etc. Donc oui, c'est la première brique pour voir plus loin. Financement unique d'un seul investisseur ? Ouais. D'accord. Alors après, on a été soutenu aussi en complément de la levée de fonds par des organismes de l'État comme l'ADEME, comme la BPI, qui viennent en soutien. D'accord. Alors, quelle est l'activité de Drust ? Drust, nous, on est dans la voiture connectée, en fait. C'est un concept qui, on parlait du CES, commence de plus en plus à parler aux gens. Nous, quand on s'est lancé dans le projet il y a 2 ans et demi, c'était encore vraiment pas le cas. C'est-à-dire qu'on disait voiture connectée, les gens tout au mieux comprenaient voiture autonome de Google. On voyait 5 éléments, tout ça. Voilà, c'est ça. Volant, tout électrique, enfin tout sauf le sujet. Le sujet, vraiment pour vulgariser, ça consiste à mettre une carte SIM dans une voiture. D'accord. Et simplement, cette carte SIM, si on la connecte aux data de la voiture, du coup, on peut sortir les data de la voiture, avec bien sûr le consentement de l'utilisateur, qui est pour nous, en tout cas dans notre postulat, le propriétaire des données. Et si lui, en échange de ces données, on lui offre un service de qualité, il peut être à même de nous les partager. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va travailler sur des données de conduite, des données de maintenance, des données d'assistance en cas d'urgence, par exemple. Donc nous, ce que l'on fait, c'est qu'on développe des services pour les conducteurs. D'accord. Et ça prend la forme, du coup, d'un petit boîtier que l'on vend directement au conducteur. Donc sur notre site web, on a la possibilité, en tant que consommateur, de l'acheter en one-shot. Et ce boîtier-là va se connecter non seulement sur la prise de diagnostic de la voiture. D'accord. C'est une prise qui est dans l'habitacle. En principe sous le volant, qui est utilisé par les garagistes pour brancher la fameuse valise là, et faire le diagnostic. Donc en principe, les gens la connaissent pour ça, mais ils savent pas trop où elle est, ils en ont entendu parler, mais ils savent pas trop. Ils pensent qu'ils en ont pas, mais en fait, il y en a dans 85% des voitures aujourd'hui, puisque c'est depuis 2001. Et les autres voitures, qu'est-ce qu'elles utilisent, les 15%? Il y en avait pas, parce que... non mais c'est ça, tournevis, parce que avant 2001, les voitures étaient essentiellement mécaniques, donc c'est un peu le cliché d'où j'ouvre le capot, change une durite avec un tournevis. Ça fait très sexy pour Apple, tout ça. Voilà, c'est ça, avec un peu de cambouis sur la biceps. Exact. Et là, depuis 2001, avec l'électronique, c'est plus trop possible. Donc maintenant, il faut la valise, c'est un peu moins sexy, c'est un peu plus techno. Mais nous, on exploite ça pour sortir les données et en Bluetooth, en se connectant au téléphone pour les restituer au conducteur. Ok, juste avant de passer à la démo du boîtier, j'ai une petite question concernant le CES. Vous étiez en 2016 pour présenter donc ce premier concept là. C'est ce qui vous a aidé aussi à lever les fonds, c'est ça?
Aussi, parce qu'au CES, je pense que ce que la plupart des startups viennent chercher, c'était notre cas et le cas de nos voisins quand on était Qu'est-ce dans que la vous présentiez délégation là-haut? Vous French Tech. arriviez avec quoi finalement? Vous avez le produit en main? On avait un proto. Ah, oui. On avait un proto, ce qui fait que cette année, en fait, on a saisi une opportunité d'y retourner pour présenter le véritable produit que j'ai avec moi aujourd'hui sur le plateau. Mais on a présenté le concept, on a fait des vidéos de démo, on a présenté un proto. À l'époque où on y allait, il n'existait pas de chaîne d'assemblage. Donc vraiment en amont de tout ça. C'est ce qu'on a fait en 2016. Et là en 2017, on est retourné en disant bah voilà, on vous avait entre guillemets promis qu'on allait faire ça, on l'a fait, donc maintenant on est live. Juste pour ça, ce retour en 2017, juste pour nous dire voilà, on a officialisé. On a officialisé, puis surtout, il y a une forme de présence au CES. Aujourd'hui, ça devient un peu un rendez-vous incontournable de la tech. C'est un événement qui est américain, mais qui est suivi énormément en France et en Europe. La France est la troisième nation en termes de nombre d'entreprises représentées derrière les États-Unis et la Chine. Comment il s'appelle? Fillon est parti là-bas? Ah oui, mais c'est parce qu'il y a toute la French Tech qui est représentée sur place. Et la France est vraiment le troisième pays. C'est les États-Unis, forcément numéro 1, la Chine le deuxième et la France le troisième. C'est ça. Donc c'est vraiment. Vous avez rencontré là-bas ou pas? Oui, il y a eu cette année, il y a eu un échange avec François Fillon. L'année dernière, il y a Emmanuel Macron qui est passé sur notre Lui, c'est site. plus logique, hein, parce qu'il est dans un format d'entrepreneur. Complètement. C'est là-bas le restaurant. Non, il a dit qu'il c'était un grand geek. Oui, c'est ce qu'il disait, comme tous. Oui, bien sûr, parce que c'est mode. En l'occurrence, il aime l'automobile. Oui, c'est ce qu'il Ça, c'est un secret pour personne. Bon, après, Emmanuel Macron, c'était vraiment. Il était à l'époque ministre de l'économie et des finances, et il était vraiment avec la French Tech venu au sein de la délégation, sur les stands, rencontrer les startups. C'était vraiment un échange sympa. Alors, des mots de ce petit boîtier, comment ça fonctionne avec l'application? Donc, ça permet de contrôler la conduite à quel niveau? Comment ça fonctionne? Expliquez-moi tout ça. Alors, la prise, elle a cette forme-là, on dirait une Péritel. C'est ça. Mais ça n'en est pas. Et donc, c'est une prise universelle. Universelle. Toutes les voitures ont la même prise, ça c'est génial. 85% des voitures depuis 2001. D'accord. C'est la même prise. Alors après, il existe une diversité sur, là on rentre dans des trucs de geek, mais sur la manière dont on communique avec la voiture, et ce qui donne un peu de fil à retordre à nos développeurs. Mais il y a un standard, ce qui nous permet d'avoir la même promesse pour toutes les marques. C'est-à-dire que je peux le brancher acolyte dans une Dacia ou dans une Ferrari. En théorie, grâce au standard, je retrouve les mêmes données. D'accord. Ensuite, et la prise est positionnée de telle manière que même si on insère ton boîtier, on peut toujours fermer le cache. Ça reste invisible. Dans la plupart des voitures, il existe quelques cas, en effet, où c'est pas le cas. Déjà, des caches, il n'y en a pas tout le temps. Mais quand il y a un cache, et quand le cache est affleurant à la prise, effectivement, ça peut poser problème. Dans ces cas-là, on fournit dans le packaging une petite rallonge qui permet de le déporter et de le mettre à un endroit où ça permet de refermer le cache proprement. Très bien, très bien. Donc là, la petite lumière, elle sert à quoi la petite lumière là qui est dessus? Là, la petite lumière, parce que celui-ci, c'est celui que j'avais dans ma voiture que j'ai débranché. Il y a une petite batterie qui permet de savoir justement quand je l'ai débranché. Chargé en combien de temps? Lui, il fonctionne de manière autonome. Ah oui. La batterie, elle est vraiment là en cas de secours. D'accord. Mais un des 16 pins qu'on voit ici, c'est l'alimentation de la batterie du 12 volts. Donc en fait, il n'y a pas besoin de le recharger. Et en théorie, d'ailleurs, on ne le débranche pas, c'est-à-dire qu'on le branche une fois dans la voiture. Et on laisse dessus. Il fonctionne. Quand on coupe la voiture, il se met en mode veille pour pas flinguer la batterie. Et puis il se réveille quand on redémarre. D'accord, génial. Et ensuite, il se connecte en Bluetooth à l'application mobile, donc on crée son compte qui s'appelle Acolyte. C'est l'ensemble du produit s'appelle Acolyte, quoi. Les deux fonctionnent vraiment ensemble. Et on retrouve plusieurs écrans sur cette application. Le mieux étant d'aller conduire, pour s'en rendre compte. Tout à fait. On a ici un écran qui est l'écran de conduite qu'on appelle nous l'écran de coaching. D'accord. Si je monte un peu la luminosité, histoire qu'on voit tous bien. C'est ça. On a plusieurs indicateurs. Déjà, on nous donne notre vitesse en temps réel. Si on dépasse 110 ou 130 km/h, on a une petite notification parce qu'on dégrade sérieusement la consommation. Il y a des équilibres physiques qui font que l'optimal pour une voiture, c'est à peu près 110. Et donc, on reçoit une notification, quelque chose comme ça? En temps réel, on a une info comme quoi, là, à 130, on consomme 30% de plus qu'à 110, etc. etc.
On a des indications sur le passage des rapports qu'on trouve parfois dans certaines voitures, mais pas toutes. Et puis, c'est des indications qui sont vraiment ajustées sur votre conduite, sur votre contexte de conduite, contrairement à celles qu'on trouve parfois sur les tableaux de bord de voitures qui sont plutôt ajustés pour les cycles d'homologation. Ça a fait un peu le scandale Volkswagen il n'y a pas très longtemps. Donc là, c'est quelque chose qui est plutôt fait pour vous. Et puis, vous retrouvez ici cette jauge qui est blanche, mais qui va se remplir de rouge à vert en fonction de comment vous conduisez, qui est une mesure de votre efficacité globale. Donc tout le jeu, et on parle de jeu parce qu'il y a un côté un peu gamifié, c'est de le garder dans le vert. Et puis la petite bille au milieu qui représente la dynamique de votre conduite, qu'il faut elle aussi essayer de garder au milieu pour avoir une allure constante. Donc on a comme ça plusieurs indicateurs qu'on va retrouver ensuite dans les résumés de trajet, où ici c'est par exemple le trajet que j'ai fait ce matin pour venir vous voir, où j'ai fait... En 19 minutes, 82% d'efficacité moyenne, ce qui est pas mal, j'aurais pu faire mieux, j'étais un peu pressé. Donc là, je retrouve l'historique de mes trajets, je retrouve mon profil, avec mes statistiques agrégées, mon classement dans la communauté, là je suis 5e, c'est pas mal. Et puis l'emplacement de ma voiture. Ça c'est cool, GPS. Pour la retrouver sur le parking, effectivement, quand je l'ai perdue. C'est pas mal ça, ça te parle ça? Oui, ça peut arriver. Ça arrive ça. Malheureusement. C'est clair. Oui, il y a certaines marques qui ont développé des trackers pour mettre dans les voitures, etc. et même ailleurs. Mais là, on a... c'est une fonction qui est exactement, c'est une fonction qui est intégrée. Ça, c'est l'application telle qu'elle existe aujourd'hui sur le store Android. On va développer de plus en plus de fonctionnalités. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'en tant qu'objet connecté, c'est le cas de la plupart des objets connectés, on fait des mises à jour à distance, ce qui fait que les fonctionnalités qu'on développera dans 3, 6 ou 12 mois sont accessibles aux personnes qui achètent aujourd'hui sans avoir à changer le boîtier, simplement à travers une mise à jour gratuite. Donc derrière, on ira sur la maintenance de la voiture, sur l'assistance en cas d'urgence, c'est-à-dire j'ai une panne, j'ai un accident, on va détecter l'événement et me mettre en relation avec un professionnel qualifié qui peut m'assister dans ces cas-là. Et vous récompensez justement les bons conducteurs. Oui. Comment ? À travers cette expérience de conduite gamifiée où ils vont gagner des points, passer des challenges, débloquer des indicateurs, etc. Et concrètement, le vrai reward à la fin, c'est de mesurer son gain. Donc une fonctionnalité dans l'application qui permet de faire ça, ces fameux 30%. Quand on dit 30, même 20%, ce qui est ce qu'on observe en moyenne sur nos utilisateurs, c'est 250 € par an. Pour quelqu'un qui fait 13 000 km par an, ce qui est la moyenne nationale. Donc c'est le gain, il est là. La valorisation, c'est soi-même en améliorant son comportement de conduite qu'on finit par faire des économies. L'utilisateur ne reçoit pas des bons, je sais pas quoi, moi des... Ça pourrait un jour, pourquoi pas. des bons carburants. Oui, voilà, exactement, pour payer à une station, je sais pas, 10 €, c'est pas mal quand même. C'est parce que vous parlez de récompense, faut bien. C'est une bonne idée. Alors ça coûte combien Ça coûte 119 € TTC sur le site. On vend en option à 139 du coup avec un support téléphone, puisque vraiment dans la logique de la chose, nous on veut améliorer l'expérience de conduite. Donc dans l'idée, le téléphone, on le touche pas, on n'envoie pas de texto ou de je sais pas quoi au téléphone, on conduit. Il est dans un support téléphone sur le tableau de bord, dans le champ de vision. Le boîtier est branché, d'ailleurs l'écran est bloqué sur l'écran de conduite quand on conduit, pour éviter de justement aller se balader dans les menus et faire des choses qui ne sont pas très recommandables. Donc ça se vend 119 € en one shot ou 139 sur le site sans abonnement, parce qu'on a voulu ne pas créer de barrière à l'entrée pour les utilisateurs qui ne savent pas encore bien ce que c'est que la voiture connectée. Autant on est prêt à payer pour un forfait internet ou un forfait téléphone, autant un forfait voiture connectée c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux. Donc aujourd'hui on fait une vente one shot quand on s'adresse aux consommateurs en direct. Pourquoi le bleu ? Le bleu pour la confiance. À l'origine de la boîte, les couleurs c'est bleu et vert, Drust. C'est vrai, dans Drust d'ailleurs il y a Trust, c'est Drive et Trust. C'était à la base du projet comme vraiment valeur fondatrice de la boîte et part entière de la proposition de valeur du produit. Et c'est pour ça que le produit, on a retenu le bleu pour Acolyte, Drust étant la boîte et la marque. Bleu pour Acolyte. Ok, super. Quel est votre point de vue sur l'édition CES 2017 ? Vous avez un avis en tant que entrepreneur et puis par rapport à ce qui s'est passé un petit peu là-bas, les marques étaient présentes aussi. Est-ce que vous avez un point de vue petite digestion ?
de votre séjour? Oui, après moi je le vois souvent sous le prisme qui nous intéresse, c'est-à-dire l'automobile. Un peu, parce qu'il y a tellement de choses au CIS, on peut passer, je sais pas, on pourrait passer même. largement. On ne travaille plus du tout, Non mais c'est ça, donc moi d'ailleurs si on est allé avec certains de la team, ce que je disais c'est qu'il faut pas passer à côté quoi. Il faut vraiment avoir presque un plan chirurgical en se disant ok je veux voir ça, je veux aller à telle conférence, etc. Parce que si on papillonne, on se fait attirer à droite, à gauche, ah super un Oculus, etc. Mais au final on n'a pas bien compris ce qui se passait par rapport à notre business. Donc nous notre business c'est l'automobile. Le CIS ça devient presque une espèce de salon de l'auto 2.0. Il y a de plus en plus de constructeurs, il y a de plus en plus de démos, de voitures connectées, électriques, autonomes, partagées. Et du coup nous on est vachement attentifs à ça. On a rencontré beaucoup de monde, notamment les constructeurs. D'accord. Et puis toutes les startups comme nous qui innovent autour de la voiture, sur les systèmes d'assistance à la conduite, les systèmes qui vont permettre de rendre les voitures autonomes, même en aftermarket, il y en a qui travaillent là-dessus. Et il y a eu pas mal d'annonces autour de ça, des alliances entre constructeurs pour travailler sur la voiture connectée ou autonome, etc. Qu'est-ce que pensent les constructeurs de voitures de Acolyte justement? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils trouvent intéressant et collaborer, ou bien c'est quelque chose qu'ils disent on va peut-être créer le nôtre directement dans la voiture Je pense que ça c'est un réflexe de grands groupes, de n'importe quelle innovation de start-up, c'est de base non mais on va le faire nous. Bon, vous avez vu des gens prendre des photos sur votre stand? Oui mais ça arrive toujours, après c'est des sujets qu'ils connaissent bien, très honnêtement, après ça dépend à qui on s'adresse dans ces grands groupes. Parce que c'est toujours les start-upers qui trouvent le moyen de faire, de concevoir l'idée quoi. Parce qu'on a moins de contraintes en fait, pour avoir expérimenté ce que c'est que la vie dans un grand groupe, il y a des process qui fait d'ailleurs aussi que ces grosses boîtes-là marchent bien, les process, et durs, exactement, dans le temps. Par contre, sur une innovation pour faire quelque chose avec 3 francs 6 sous au début, faire un proto, aller montrer ça à l'autre bout de la planète, etc. Ça, elles sont effectivement un peu moins performantes parce qu'il faut impliquer tout le monde dans le process, il faut faire valider par la hiérarchie, il faut être sûr que ça va pas entacher l'image. Et au final, du coup, en 3 ans, on passe de l'idée à allez, on va le faire, pendant que la start-up, elle l'a mis en production. Le truc, il est encore au brevet. Est-ce que justement, quand vous travaillez chez Peugeot, est-ce qu'une possible collaboration est possible de certaine manière avec le produit? On se parle comme on parle avec les autres constructeurs. Ça aide plus ou pas du fait que vous étiez chez Peugeot? On a forcément des contacts d'anciens collègues, etc. Après, nous, on était motoristes chez Peugeot, donc on était vraiment ingénieurs conception, on n'était pas vraiment dans les services connectés. Mais oui, nous, on serait heureux de travailler ensemble, en tout cas, on en discute. Et là, vous prévoyez bientôt la mise à jour de l'application avec la fonction maîtrise de la maintenance de votre véhicule. Exact. Exact, qui est une vraie attente des consommateurs, parce que ça répond à un insight qui est, en gros, ma voiture, je comprends rien. Et mon garagiste est un escroc. Alors, on n'aime pas trop dire ça, mais c'est ce que nous disent un petit peu les gens qui parlent sans filtre et qui s'expriment librement, et c'est bien. Mais quelque part, nous, ce qu'on vient faire, c'est remettre de la confiance. Je vous parlais tout à l'heure de trust, de la couleur bleue, etc. Nous, on ne veut pas inverser le rapport de force entre le garagiste et l'automobiliste, certainement pas. On veut le rééquilibrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est complètement déséquilibré parce qu'il y en a un qui a toutes les infos, c'est le garagiste, et l'autre qui a rien du tout, c'est l'automobiliste. Nous, on aimerait plutôt le rééquilibrer pour avoir une relation plus saine. Et donc, ça passe par quoi? Ça passe par donner les infos, donner de la possibilité à n'importe quel conducteur d'accéder à ces infos-là. Nous, on les vulgarise pour lui parce que si vous vous branchez sur la prise diagnostique et vous regardez directement ce qui sort, vous allez voir des trames hexadécimales, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Donc nous, on vulgarise tout ça, on met ça dans des indicateurs de maintenance, vert, orange, rouge, il y a besoin de faire quelque chose, il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Et du coup, vous avez une sorte de carnet de maintenance digitalisé en un écran, vous voyez à peu près tout ce qui se passe sur votre voiture. S'il y a un pépin, on vous prévient. Et avec ça, vous pouvez aller chez votre garagiste, effectivement, un peu plus serein, en sachant que, a priori, ça marche bien, ça marche un peu moins bien, et avoir à peu près le même niveau d'information.
d'informations. C'est bien pour l'assurance aussi ou pas? Ça peut, et si on a conclu un partenariat avec la Massif, qui est le leader français de l'assurance auto, c'est ça, oui, c'est vrai. C'est pas un hasard. Néanmoins, aujourd'hui, on travaille pas, on n'a pas d'offre concrètement avec la Massif. Hein. Néanmoins, oui, les assureurs, si vous voulez, ils sont toujours à la recherche de solutions pour baisser la sinistralité, parce que c'est une démarche vertueuse qui, en plus de leur faire, d'améliorer leur bilan, évidemment, puisqu'ils avancent des frais quand il y a des sinistres, mais c'est une démarche qui est au-delà de ça, d'un point de vue sociétal vertueuse, puisque concrètement, ça consiste à limiter les morts sur les routes. Donc, nous, on vient contribuer à ça, puisque notre démarche Be a Super Driver, c'est vraiment améliorer, éduquer les conducteurs à une conduite plus vertueuse. Alors, on a parlé tout à l'heure d'éco-conduite, ce qui permet de limiter l'impact environnemental et faire des économies de carburant. Et bien, ça peut aussi limiter les accidents en ayant des messages de prévention, des choses comme ça. Donc, ça fait partie des choses qu'on explore avec les assureurs. Alors, prochain achat, Lionel? Ouais, très tentant. Je connaissais pas et je trouve ça vraiment très bien, très sympa. C'est top, hein? J'aime bien on dirait un peu un... Qu'on appelle ça? Un tampon. Très sympa.